Bonjour à tous et bienvenue sur Lyon Capitale. Aujourd'hui, nous vous proposons un grand débat sur les élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin prochains. Alors des élections capitales, parce qu'elles permettent d'élire les 577 députés à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, nous vous proposons un zoom sur la 4e circonscription du Rhône avec 3 candidats. Bonjour Anne Bruniera. Bonjour. Alors vous êtes la députée sortante, vous êtes candidate pour Renaissance. Ensemble, voilà, donc anciennement En Marche. Bonjour Pascal Blache. Bonjour. Alors vous êtes maire LR du 6e arrondissement et vous êtes le candidat des Républicains pour cette législative. Bonjour Benjamin Badouard. Bonjour. Alors vous êtes coprésident du groupe écologiste à la métropole de Lyon et vous êtes le candidat de la nouvelle Union populaire écologique et sociale sur cette 4e circonscription. Tout à fait. Alors avant de commencer, on va faire un point déjà sur la 4e circonscription. C'est où? Donc c'est l'une des 4 circonscriptions lyonnaises. Ça englobe donc 3 arrondissements, l'intégralité du 6e arrondissement de Lyon. Une partie, la partie est du 3e arrondissement, donc de l'autre côté Villette, Montchat notamment, et une petite partie du 8e arrondissement, notamment le quartier de Mermoz. Alors pour commencer, on vous a proposé de réfléchir à 3 propositions, 3 idées que vous défendrez à l'Assemblée nationale si vous êtes élu en juin prochain. On va commencer avec vous, Anne Bruniera. Qu'est-ce que vous souhaiterez porter à l'Assemblée nationale si vous êtes élu? Alors choisir 3 propositions, c'est difficile parmi tout notre projet, mais moi bien sûr en premier lieu je voulais citer l'éducation. Je me suis beaucoup investie pendant 5 ans et je continuerai avec 2 axes principaux. D'abord bien sûr pour les enfants, approfondir les fondamentaux et puis mieux vivre à l'école, c'est important, la lutte contre le harcèlement ou l'amélioration de l'accueil des enfants porteurs de handicap. Et puis le deuxième volet, c'est bien sûr travailler avec les enseignants. Il nous faut redonner de l'attractivité à ce métier par la revalorisation mais aussi par une meilleure écoute et leur donner plus d'autonomie pour s'organiser sur le terrain en fonction de leur territoire, de leur école ou de leur établissement scolaire. Donc je participerai à ce grand chantier sur l'école. Le deuxième sujet qui me tient à cœur, c'est le bien vieillir. C'est vrai que c'est un sujet qui a pris un intérêt supplémentaire depuis le scandale Orpea. Je l'entends beaucoup sur le terrain. Les Lyonnais veulent vieillir sereinement. Donc 2 axes pour ça. Je m'investirai beaucoup sur le bien vieillir à domicile, avec ma prime adap pour les logements et aussi avec de l'aide, par exemple, pour lutter contre les arnaques en ligne, car les personnes âgées sont très visées par les délinquants. Et puis, bien sûr, si on va en établissement, plus de personnel dans les EHPAD et une meilleure surveillance de ces établissements. Et le 3e point, c'est la planification écologique. Alors là, c'est encore un autre chantier, parce que ce chantier, nous le voulons sur tous les sujets que nous traiterons, sur tous nos budgets. Et bien sûr, nous mettons ce projet au cœur du gouvernement, puisque la Première ministre est épaulée de 2 ministres pour traiter de ce sujet de la transition écologique, pour lequel nous voulons emmener tous les acteurs économiques, industriels, agricoles, mais aussi tous nos concitoyens pour une transition écologique partagée. Et donc ce sera, je pense, un sujet de tous les jours, dans tous nos projets de loi, dans tous nos budgets, mettre la transition écologique au cœur de notre travail. Pascal Blache, même question, vos 3 propositions phares. Alors ma première proposition sera sur la sécurisation de l'espace public avec 2 pôles. Un pôle sur l'immatriculation des vélos et l'obligation du port du casque. Quand on voit qu'aujourd'hui il y a 21% d'augmentation de décès en 2021 de cyclistes en France. Et puis une sécurisation des biens et des personnes, de développement de la vidéoprotection avec l'obligation d'entretien et de maillage de manière à mieux sécuriser l'espace public. La deuxième sera pour les jeunes. Pour les jeunes, pour apporter un soutien social avec des tickets restaurants, valables pour des produits qui seraient pris dans des circuits courts, sous réserve d'activités notamment en cours. Aujourd'hui, les jeunes ont à peu près 3,50 € par jour de nourriture, alors qu'il en faudrait 7. Donc je pense qu'il faut apporter un soutien fort à ce niveau-là. Et puis la troisième, pour l'environnement. Pour l'environnement, pour contraindre les métropoles à construire pour le moment des parcs relais en zone périurbaine, car nous n'y arriverons pas et au prorata du nombre d'habitants. Donc il va falloir arriver à un moment donné à trouver un système qui nous permettra de relier sur donc, ces parcs, de ces parcs-là pour aller directement dans les centres-villes via des transports de masse. Très bien. Benjamin Badouard, à vous. Oui, mon premier sujet, moi, ça va être le pouvoir d'achat.
Et aujourd'hui, c'est une vraie crise pour tout le monde. Et je voudrais m'appuyer sur ce qu'ont réussi à la métropole de Lyon. C'est notamment ce revenu de solidarité jeune qui fonctionne très bien. Aujourd'hui, on a eu 1000 personnes en un an qui ont eu accès à ce revenu de solidarité jeune. 500 en sont déjà sortis, ont trouvé un emploi, ont trouvé une formation. Ça les a vraiment aidés à passer le cap. Donc on veut faire la même chose au niveau national en aidant tout le monde, que ce soit les jeunes à partir de 18 ans, mais aussi les moins jeunes, les retraités, à avoir un minimum 1063 €, c'est-à-dire de vivre au-dessus du seuil de pauvreté, car aujourd'hui on ne peut plus vivre, on ne peut plus accepter la pauvreté. La France est un pays riche, simplement il faut mieux répartir les richesses. Il y a des milliardaires, ils doivent répartir un peu mieux leurs richesses. Le deuxième sujet, ça va être autour de la santé, du système de santé. On sait qu'il y a eu 80 000 lits d'hôpitaux qui ont fermé en 20 ans. Alors c'est dû à des progrès médicaux, c'est très bien, mais c'est aussi surtout dû à une volonté en fait de faire des bénéfices sur le service public et sur les hôpitaux notamment. Donc on a besoin de revoir ça, de revoir ce système. Un hôpital n'est pas une entreprise, un hôpital doit faire du soin. Et donc s'il ne fait pas de bénéfices, ce n'est pas grave. Donc on doit simplement aider en fait les soignants, les personnels à vouloir rester dans l'hôpital. Parce qu'en fait, ces soignants, ces personnels sont fiers de travailler pour l'hôpital public, pour le service public. Mais aujourd'hui, elles ne sont pas du tout aidées. Donc nous sommes là pour les aider et pour les aider à rester dans l'hôpital public. Nous les aiderons. Enfin, le troisième sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est les sujets de publicité. Alors pour certains, c'est cosmétique. Pour moi, c'est important, c'est essentiel. En 3 points, parce que c'est bon pour la sobriété énergétique. Aujourd'hui, un panneau de 2 mètres carrés, un panneau numérique, ça consomme autant qu'un ménage. Vu la crise énergétique du moment, eh bien moi je préfère clairement qu'on mette l'énergie au sens propre pour les ménages plutôt que dans un panneau publicitaire. C'est un sujet de pollution visuelle. Quand on arrive par exemple route de Jonas, on a 10 ou 15 panneaux de 12 mètres carrés. Ben, excusez-moi, mais c'est pas très accueillant, c'est assez moche. Donc pour la beauté de nos villes, on doit enlever un certain nombre de panneaux. Et enfin, c'est un sujet plus local, simplement c'est un sujet de concurrence déloyale envers les petits commerçants. Aujourd'hui, tous ces panneaux de 12 mètres, de 2 mètres carrés, même les grandes affiches que l'on voit sur la place Bellecour, ce sont des panneaux qui sont pour les GAFAM qui ne payent même pas leurs impôts, pour des multinationales, pour les entreprises du CAC 40, mais jamais on ne voit une épicerie de Mermoz sur ces panneaux, jamais on ne voit un artisan de Montchat ou du 6e arrondissement, simplement parce que ça coûte très très cher. Donc c'est de la concurrence déloyale pour nos entreprises. Donc on souhaite tout simplement réduire ce nombre de panneaux pour la sobriété énergétique, pour la pollution visuelle et contre la pollution visuelle évidemment, et pour enfin nos petites entreprises. Je vous relance Benjamin Badouard, Pascal Blache a parlé d'environnement, Anne Bruniera de la planification écologique. On l'a vu dans le gouvernement, là a été nommé Emmanuel Macron, la première ministre est en charge de la planification écologique, il y a un ministère de la transition écologique, de la transition énergétique. Est-ce que vous y croyez, vous, à ce virage écolo d'Emmanuel Macron ? Non, je n'y crois pas, j'ai pas confiance, je vous le dis tout simplement. Je vois pas comment en 5 ans il pourrait changer d'opinion du jour au lendemain. J'en profite du coup pour en parler à Madame Bruniera. Sur ce sujet-là, vous personnellement, vous avez voté le retour, en tout cas la non-interdiction du glyphosate avec Monsanto, qui aujourd'hui qui a perdu plusieurs procès et condamné plusieurs fois pour empoisonnement. Vous avez voté le CETA, le traité de libre-échange, donc, alors que Macron parle sans arrêt des circuits courts et d'écologie locale. Vous avez fait une promotion d'un SUV dans un magazine lyonnais. Vous avez été parmi les 10 boulets du climat votés par Greenpeace. Je ne vois pas comment je peux vous faire confiance et comment je peux faire confiance à Macron. Donc non, je n'ai pas confiance. Et ceux qui mettent en place des politiques écologiques, on le fait à Lyon, on le fait au Grand Lyon, on sait le faire. Une attaque en règle. C'est pas une attaque personnelle, c'est simplement une question. Si, c'est une attaque personnelle, mais on est là pour débattre. Sur le sujet du glyphosate, qui est un sujet extrêmement important, sur lequel nous avons beaucoup débattu et travaillé, notre point de vue, c'est qu'il ne faut pas interdire sans alternative. Et je crois que c'est ce qui nous différencie en fait sur le sujet de l'écologie. C'est-à-dire nous, ce que nous avons fait, et je parle du glyphosate, mais je pourrais parler des néonicotinoïdes qui nous ont aussi posé beaucoup de problèmes. Par exemple, sur les néonicotinoïdes, nous mettons 20 millions d'euros pour la recherche, pour trouver des alternatives. Nous avons mis aussi 26 millions d'euros pour aider les agriculteurs à acheter des équipements mécaniques afin de remplacer les produits chimiques que nous voulons voir disparaître. Donc nous travaillons sur le fond avec les agriculteurs afin de sortir de ces produits chimiques-là, mais en leur proposant une alternative, car si nous ne le faisons pas, il y aura 2 conséquences. 1, nos agriculteurs ne pourront plus produire, ou en tout cas produiront beaucoup moins, et 2, nous serons envahis par des produits qui viennent ailleurs en Europe et qui sont pleins de glyphosate ou pleins de néonicotinoïdes. Donc dénoncer, pointer du doigt, interdire,
je sais que c'est un peu votre méthode, mais nous, ce que nous préférons, c'est trouver des alternatives, les travailler, les proposer et être tout à fait transparent sur la façon dont nous avons voté. Et j'assume complètement ce vote. Pascal Blache, sur ce Oui, sujet. j'ai un peu de retard. Moi, je voulais poser une question à M. Badoir. M. Badoir, quand est-ce que vous allez commencer à faire de l'écologie ? Parce qu'aujourd'hui, je sais pas, il faut démarrer. C'est drôle. Non, je vais vous dire pourquoi. C'était des composteurs, comme vous disiez l'autre jour. Non, j'ai mieux que ça, même mieux que ça pour vous. Vous voyez, par exemple, dans le 6e arrondissement, c'est notre circonscription, vous avez des cours intérieurs qui sont complètement bitumés. Je vous invite à débitumer ces cours. Il y a des structures nationales et même internationales qui sont prêtes à vous aider à financer. Il y a des copropriétés qui sont prêtes à vous aider aussi. Puis en même temps, vous en profiterez pour mettre des récupérateurs d'eau de pluie. Et ça permettrait aussi, dans ces cours qui sont complètement surchauffés, de pouvoir aussi irriguer et arroser sans utiliser de l'eau potable. Voilà, c'est ça, je ne comprends pas que vous ne démarriez pas. Ça fait 2 ans que vous êtes là. Faites quelque chose. Franchement, c'est comique. Oui, on le met en place de partout. Et peut-être qu'il y a des arrondissements qui freinent. Ça, c'est possible. Par contre, non, mais chez nous, ça ne freine pas. On a beaucoup de ça freine dans la plupart des arrondissements, dans tous les arrondissements. Je vous emmène sur des cours intérieurs, c'est déjà fait. Par contre, je pense clairement, on peut prendre rendez-vous et dans n'importe quel cours intérieur. Avec plaisir. La rue des enfants, on en a proposé dans le 6e. Je crois que vous n'avez pas franchement aidé à avoir des rues des enfants. C'est quand vous voulez. Non, mais je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de zones qui sont extrêmement chaudes. Et je pense que c'est quand même votre façon de voir les choses. Vous ouvrez les fenêtres d'un appartement qui est au dernier étage dans une zone où c'est bitumé à l'intérieur. C'est comme si vous aviez un chauffage qui était en surchauffe. Commençons par des choses simples. La vie des gens, on débitume, on met de la verdure, on met des arbres et il y a des structures qui peuvent vous financer. Je ne vais pas prendre trop de temps parce qu'on est un peu court. On va travailler ensemble facilement. Avec plaisir. Mais il faut commencer. Voilà. Et puis deuxième chose sur la démocratie participative, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui était intéressant. Et moi je suis maire et en tant que maire, on a beaucoup entendu, et moi je suis allé dans toutes les réunions de tous les maires, et on voyait bien qu'on nous disait on va vous donner des choses, on va vous donner des usages nouveaux dans des salles, ainsi de suite. Bon, je passe les détails. Voilà, et aujourd'hui, rien s'est passé, et à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur cette démocratie participative, les élus que nous sommes, on l'apprend dans le journal. Vous voyez, donc il y a quand même pas mal de choses, à mon avis, qu'il faudrait réviser. Vous voulez répondre sur la démocratie participative ? Oui, tout à fait. Je crois que vous n'êtes surtout pas vraiment encore remis du fait que les écologistes et la gauche ont gagné. Et en fait, il y a du changement. Même les arrondissements, en fait, ont plus de pouvoir qu'avant. Que ça vous plaise ou non, c'est le cas. C'est pas que ça me plaît pas, c'est que je suis maire, je vous dis, j'en ai moins qu'avant, c'est tout. Non, c'est pas possible. Il y a plus de moyens. On va peut-être revenir sur les législatives. On en reparlera. Parlons d'un sujet national. Moi, j'aimerais bien rebondir sur 2 sujets qui ont été cités, M. Blache et M. Badoir. Tout d'abord, le sujet de la jeunesse. Effectivement, moi, j'entends effectivement votre préoccupation sur la précarité de la jeunesse. Je veux quand même rappeler qu'on a fait les repas à 1 € au Crous et qui ont été extrêmement plébiscités par les jeunes. 14 millions de repas servis, donc à 1 €. Donc c'était quand même très précieux pour eux. Et en ce qui concerne le revenu jeune, nous avons mis en place cette année le contrat d'engagement jeune qui revient en fait un peu à ce que vous proposez à la métropole de Lyon, c'est-à-dire accompagner des jeunes, accompagner des jeunes dans leur parcours de vie, quel qu'il soit, formation, premier emploi, service civique qui le souhaitent, et les accompagner aussi financièrement dans ce contrat-là, puisque c'est un contrat, afin qu'ils trouvent leur voie et qu'ils rebondissent si à un moment donné, par exemple, c'est beaucoup souvent pour des étudiants qui, en cours d'année, ont trouvé que cette filière n'était pas la bonne et ont besoin de rebondir, soit vers une autre formation, soit vers un petit bout d'eau, le temps de reprendre des études. Donc moi, je partage votre souci et nous avons déjà des propositions, et notamment la réforme des bourses, bien sûr, qui est très importante. Et puis le deuxième sujet que je partage, c'est bien sûr le sujet de la santé. Nous avons fait le Ségur de la santé, 19 milliards d'euros pour notre hôpital, pour les soignants, mais ce n'est pas encore assez, et nous allons poursuivre la revalorisation des métiers et l'attractivité des métiers, parce que même si nous avons supprimé le numerus clausus pour avoir plus de médecins et ouvert des places dans les instituts de formation des infirmiers, il faut former ces personnels de soins, et entre-temps, nous avons en ce moment une pénurie pour certains métiers, et donc nous travaillons sur ce sujet, et ce sera un axe fort. La santé. Pascal Blache, sur le pouvoir d'achat qui est priorité des Français, qu'est-ce que vous proposez ? On a proposé des réductions de TVA pour des achats qui sont un peu en circuit court, enfin bon, un certain nombre de choses. Mais je voudrais juste répondre à une chose. Madame Bruniera, c'est intéressant, Madame Bruniera, ce que vous nous dites, mais c'est un peu le programme de M. Macron. Localement, comment vous adaptez tout ça ? Parce que, effectivement, là, on voit les grandes mesures de M. Macron. On peut être pour ou contre. Moi, je ne suis pas contre tout, d'ailleurs, en principe. Voilà. Et aujourd'hui...
pendant 5 ans, les 5 ans qui vont venir, quand on va être élu, il va falloir qu'on passe un petit peu à autre chose et qu'on ouvre un peu plus le débat. Et voilà, donc c'était un peu ma réflexion par rapport à ce que vous donniez comme élément. C'est tout l'enjeu du mandat de député, de faire le lien entre Paris et Lyon. On ne peut pas dire je vais faire ça à Lyon tout seul dans mon coin. Le mandat de député n'est pas un mandat individuel. Le mandat de député, il se joue dans un groupe avec un gouvernement, dans une majorité. Si vous voulez faire avancer les dossiers dans votre circonscription, il faut être dans la majorité pour les pousser. Sinon, vous serez dans une opposition stérile pour la circonscription. Ça, c'est très clair et on l'a vu pendant 5 ans. En ce qui concerne la jeunesse, le rôle d'un député sur le territoire, c'est d'aller voir les associations de jeunesse, et je suis souvent en lien avec eux, aller voir bien sûr nos établissements d'enseignement supérieur pour décliner ce que nous avons décidé au niveau national. Et ça a été particulièrement difficile pendant la crise du Covid, car nos universités ont une autonomie, et donc il a fallu discuter avec elles pour qu'elles mettent en place un certain nombre de mesures que nous avions décidées nationalement, mais qu'elles voulaient mettre en œuvre à leur façon, et ça a été un dialogue et un partenariat extrêmement fort, et je finis là-dessus. Le partenariat, c'est important à Lyon. Il y a toujours eu du partenariat, public, privé, association, mairie, entreprise, et aujourd'hui, je trouve que c'est ce qui fait défaut à votre majorité, Monsieur Badouard, que ce soit à la métropole ou à la mairie, et Monsieur le maire du 6e le dit très bien, vous ne savez pas travailler avec les autres. Pardon, je me tais. Pascal Blache, comment vous allez vous inscrire si vous êtes élu député? On vous a souvent dit Macron compatible par le passé. Est-ce que vous allez être un opposant total ou un opposant constructif si jamais vous êtes élu député? D'abord, mon positionnement si je suis élu député, ce sera effectivement travailler à Paris fortement pour ramener des éléments qui seront utiles à notre territoire, au territoire de la métropole. Je pense qu'un député... Moi, je ne veux pas être un député hors sol qui est à Paris, qui travaille sur des sujets qui sont souvent des sujets un peu, on va dire, pas théoriques, mais qui sont un peu globaux. Et donc voilà, moi, mon positionnement sera celui-ci. J'ai toujours été un homme de terrain, j'ai toujours été en proximité avec les gens. Je pense qu'il faut justement jouer ce rôle-là. Donc ça sera mon positionnement, j'en aurai pas d'autre. Après, effectivement, la partie politique. Vous me dites, moi, je savais, j'ai eu qu'une ligne politique. J'ai jamais été élu. Voilà, j'ai jamais été encarté. 2014, bien sûr, 2014. Pardon, excusez-moi, pas élu. J'étais pas encarté. J'ai été encarté une fois. J'ai pas changé. Bon, voilà. Madame Bruniera, je veux pas vous. Je sais que Madame Bruniera aussi a évolué dans son parcours politique. Et ça, je le comprends. C'est un parcours politique plus long que le mien, mais c'est vrai que socialiste, avec Gérard Collomb. Mais non, mais j'ai adhéré à la République oui. En marche quand ça a été créé. Voilà. Ça n'existait pas auparavant. Mais j'y suis très bien. Merci. Oui, j'imagine. Gérard Collomb vous soigne pas beaucoup, mais voilà, Gérard Collomb. Mais après, vous êtes maintenant dans une majorité avec M. Macron. Ça sera son dernier mandat. Voilà, il va y avoir des choses à faire. Moi, je souhaite que les choses se fassent vraiment. Et il y a toute une partie qu'il a vraiment loupée, à mon sens, c'est la partie régalienne. Qui a été un peu lâchée, et cette partie-là, aujourd'hui, on en paye un petit peu les pots cassés dans notre territoire. Benjamin Badouard, vous avez intégré une alliance, donc jamais la gauche avait fait une alliance comme ça avant des législatives. Est-ce que vous y sentez bien? Est-ce que vous avez quand même quelques points de crispation avec certains autres partis? Vous avez raison de le rappeler, ça fait plus de 25 ans que toute la gauche et les écologistes n'ont pas été ensemble. Donc c'est vraiment historique, et je pense que c'est une réussite. Actuellement, ça se passe très bien. La plupart des endroits en France, ça se passe très bien. Et je crois que tout le monde a trouvé sa place. C'est ça qui est important. C'est très difficile parce qu'effectivement, on a dans toutes les circonscriptions 3 candidats sur 4 qui ont dû laisser leur place. Donc c'est compliqué. Mais parce qu'il y a ce besoin vraiment d'avoir une majorité aujourd'hui de gauche et d'écologistes à l'Assemblée nationale pour porter un projet de gouvernement. Et parce qu'il y a vraiment une urgence. Aujourd'hui, on parle d'enjeux évidemment importants, l'éducation, la sécurité et d'autres choses, mais le plus important vraiment pour les décennies à venir, pour les siècles à venir, c'est l'urgence climatique, c'est l'urgence sociale, c'est le renouveau des pratiques politiques, et je suis étonné qu'on n'en parle pas assez dans ces discussions et qu'on va s'arrêter sur quelques sujets locaux et évidemment importants, c'est le quotidien, mais il faut avoir qui est pas très local, c'est l'Europe, et moi je voulais vous demander on va passer aux questions, justement. Parce que vraiment c'est un sujet... Allez-y, commencez. C'est un sujet pour moi crucial. Donc pour qu'on explique à nos spectateurs, on vous donne la possibilité chacun d'interpeller le candidat de votre choix avec la question que vous voulez. Donc allez-y, alors je vais commencez. le faire sur l'Europe, parce qu'effectivement dans cette alliance NUPS, le sujet qui est vraiment pour moi incompréhensible en fait, c'est la façon dont vous faites fi de l'Europe, alors que l'Europe
est dans le nom de votre parti et que vous avez toujours été, jusqu'à présent, un parti pro-européen. Nous sommes pro-européens, nous portons l'Europe, nous croyons dans l'Europe, nous croyons dans une Europe forte. Et ce que je me demande, c'est vous avez donc fait fi de l'Europe en prenant à bras-le-corps, on va dire, le projet de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, eurosceptique, qui dit que les lois nationales seront supérieures aux lois européennes, donc c'est l'équivalent quasiment d'un Frexit. Comment vous imaginez, puisque vous portez la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour être Premier ministre, eurosceptique, avec un président pro-européen, comment vous vous placerez sur ce débat-là? Comment vous défendrez l'Europe? Ou est-ce que vous l'avez définitivement abandonné pour avoir des postes à l'Assemblée? Je vous rassure, je ne sais pas si je vais vous rassurer, mais non, je suis pleinement européen, l'Alliance est pleinement européenne, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Non. Si, depuis 10 ans que je me bats chez les écologistes, c'est pour... Laissez-moi répondre. Je suis pleinement européen, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mélenchon est européen, simplement ce qu'on dit. On peut vous expliquer simplement ce qu'on dit depuis 10 ans. 5 ans à l'Assemblée. Simplement ce qu'on dit depuis 10 ans, ce que dit Mélenchon depuis longtemps, ce que disent aussi les écologistes, c'est que cette Europe-là, elle ne fonctionne pas. En fait, que l'on soit écologiste, que l'on soit insoumis, que l'on soit communiste socialiste, on sait que ça se passe au niveau européen, que ça se passe au niveau international. Les questions de pollution, elles traversent les frontières. Les questions d'énergie, on n'en aura pas qu'en France. Les questions d'alimentation, c'est aussi international. Donc l'Europe, il faut qu'elle existe, et elle existe très bien, on est pour l'Europe. Simplement, oui, moi aussi, en tant qu'écologiste, depuis 10 ans que je suis militant, je souhaite que l'on fasse évoluer ces traités. Et c'est pas avec des traités comme la PAC. Évoluer en 5 ans comme jamais. C'est pas avec des traités comme la PAC que vous défendez, on parlait d'alimentation et d'agriculture tout à l'heure, que cela va aider justement à avoir une Europe qui respecte ses agriculteurs, qui respecte son écologie. Pour nos agriculteurs, on ne va pas sortir de l'Europe. Vous mentez, on ne va pas sortir de l'Europe, vous le savez très bien. Et Mélenchon est revenu depuis 5 ans, il a évolué, et nous on a évolué aussi. Il a évolué pour les Donc il n'y a pas de sujet, on reste européen, pleinement européen. Je vous rassure si vous voulez, mais après si vous voulez pas m'entendre, c'est votre problème. Pascal Blache, votre question. Non, une question qui est un peu une constatation. C'est vrai que moi je suis un pragmatique et quand je vous entends, je suis désolé, mais c'est pas, ne prenez pas mal, c'est un peu utopique. Tout est dans tout, on peut tout faire, on veut, bon, il y a l'écologie, comment ça se passe, on est européen, on n'est pas européen, on se marie, voilà. Et je ne sais pas comment vous allez arriver à faire avancer tout ce projet parce que les gens attendent du pragmatisme. Les gens attendent la façon dont ils vivent, comment ils vont manger, comment ils vont pouvoir améliorer leur pouvoir d'achat, comment ils vont gérer leurs enfants. Il y a la guerre qui inquiète tout le monde et cette guerre inquiète tellement les gens que même les enfants sont perturbés. C'est l'humain qui doit emmener tout ça. Je ne conteste pas un certain nombre de sujets, notamment ce que vous faites sur l'écologie, sur cette grande volonté de l'écologie. Votre question, mais ma question, c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, vous ne mettez pas assez de place pour l'humain, c'est-à-dire pour la vie des gens? Après, tous ces sujets méga structures, c'est bien, mais qu'est-ce que ça apporte aux gens? Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? Vous voyez, c'est pour ça que j'ai attaqué en vous disant commencez à débitumer les places, on va commencer à vivre mieux, et je vois que pour l'instant, ça avance pas. Je trouve que vous êtes un petit peu de mauvaise foi. Nous, l'humain, c'est au cœur du projet. Pour la plupart des élus, pour beaucoup d'élus en tout cas, on vient d'associations, des projets qui sont non lucratifs. Donc vraiment, on porte ces projets, on est convaincu que notre projet politique, c'est l'humain, c'est l'écologie, c'est le social, c'est la solidarité. Donc tout ce qu'on porte au quotidien, c'est ça. Donc je comprends vraiment pas votre question. Pour moi, c'est une question à côté de la plaque, je suis désolé de vous le dire comme ça. Tout ce qu'on fait au quotidien, c'est vraiment pour l'humain. On a des gens très investis en tant qu'élus, parce qu'ils y croient, justement pour bien fonder notre combat, pour notre prochain. Non mais chacun son avis. Mais moi je pense qu'il faut faire. Il faut faire. On fait, ben en fait, faut faire des choses qu'on voit et à ce moment-là on dira oui, c'est bon. Parfois vous dites qu'on en fait trop, clairement, il y a trop de travail, je ne sais quoi, on n'en fait pas assez, il n'y a pas assez de débitumisation. Je dis il faut faire les choses que si vous voulez, on va débitumer dans votre quartier, il n'y a pas de problème. Non, mais je prends, c'est un exemple parmi d'autres, mais il faut faire. 2 ans, il faut faire. Pas faire que des pistes cyclables. Benjamin Badouard, votre question, votre interpellation. Moi j'ai une question au gouvernement plus globalement, à vous et au gouvernement. Aujourd'hui, on a 2 personnes, M. Darmanin et M. Abad, qui vient aussi de la droite, qui sont accusés de viol par plusieurs personnes. Aujourd'hui, il n'y a aucune ration. Nous, on a eu quelqu'un il y a quelques semaines dans l'Union populaire qui a été accusé, et on l'a débranché en quelques jours, ça a été très rapide. Vous le savez depuis des jours et même des semaines. Vous l'avez quand même, M. Abad, mis en tant que ministre. Vous aurez pu simplement prendre un petit moment et écouter la parole des femmes. Pourquoi ces personnes-là qui sont accusées de viol sont aujourd'hui ministres, que ce soit Darmanin ou M. Abad? Alors, moi, ce que j'en sais aujourd'hui, ces sujets relèvent de la justice. Aujourd'hui, en ce qui concerne M. Abad, il n'y a pas de plainte en justice. Donc moi, ce que je dis, c'est que si il y a eu, bien sûr, une agression, il faut que les victimes portent plainte. Aujourd'hui, il y a une plainte qui est classée sans suite à 2 reprises. Et
un signalement, on va dire, mais qui n'est pas une plainte. Moi, je ne me substitue pas à la justice. C'est à la justice de faire son travail. Ce que nous proposons, c'est d'aller plus vite pour que la justice puisse rendre justement ses avis plus vite. Et nous avons dans le projet, bien sûr, des choses pour améliorer le fonctionnement de la justice. Et nous sommes vraiment mobilisés sur tout ce qui est sujet de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, nous serons intransigeants, mais il faut que la justice fasse son travail. Et surtout, il faut que les plaintes soient déposées. Pour ça, nous encourageons les femmes à déposer plainte. Nous avons travaillé avec les commissariats pour que les plaintes soient mieux écoutées. Et donc, il faut que la justice fasse son travail et en amont, il faut que les plaintes soient déposées. En 30 secondes, pour terminer, une petite conclusion chacun. Benjamin Badouar. Eh bien, les 12 et 19 juin, vous aurez le choix entre la droite macroniste qui n'a pas répondu à ses propres engagements sur le social, l'écologie, le renouvellement des pratiques politiques sur ces 5 dernières années, donc je ne vois pas comment on pourrait les croire, et le choix d'une union de la gauche et des écologistes qui, justement, déjà sur la ville de Lyon et la métropole, porte ces combats qui sont les enjeux cruciaux du siècle. Donc je vous invite à voter pour moi, je vous invite à voter pour nous, pour un nouvel espoir. Anne Bruniera. Oui, les 12 et 19 juin, si vous votez pour moi, vous voterez pour une députée qui porte le projet d'Emmanuel Macron et qui apportera donc la 4e circonscription à une majorité solide, car rien ne serait plus dangereux qu'une majorité bloquée entre plusieurs groupes politiques. Et puis si vous votez pour moi, vous votez pour une députée expérimentée, à l'écoute, qui connaît très bien la 4e circonscription et qui travaillera pour vous et avec vous. Pascal Blache, à vous de conclure. Oui, si vous votez pour moi le 12 et 19 juin, vous voterez pour quelqu'un qui a une expérience reconduit à la ville, à la métropole, voilà, et qui connaît bien son territoire, avec un complément aussi lié au monde de l'entreprise, puisque c'est un univers que je connais bien et je vois bien ce qui se passe aujourd'hui, ça manque de lien, voilà. Et donc, si vous votez pour moi, vous ferez un vote qui sera un vote de sécurité et un vote où je porterai en permanence des modifications et des évolutions sur mon territoire. Vous avez un peu de retard, alors vous pouvez encore prolonger si vous voulez. Vos deux camarades ont été bavards. Oui. Donc, non mais après je veux pas rajouter plus sur ce débat et éviter gentillesse, mais c'est vrai que d'un côté Madame Bruniera nous livre le programme de Monsieur Macron, vous nous livrez le programme de l'Alliance où parfois on a du mal à comprendre comment ça peut fonctionner, mais voilà. Et moi je livre tout simplement une vérité, une analyse simple dans un groupe politique qui est assez clair aujourd'hui et qui sans doute amènera beaucoup de solutions à l'avenir. Alors Benjamin Badouar, on me dit que vous avez aussi un peu de retard. Alors vous pouvez aussi réagir à cette interpellation de Pascal Blache. Non, je crois que je suis souvent interpellé, ou en tout cas intrigué par certains sujets ou certaines personnes qui nous parlent de sujets importants, mais qui les empêchent de dormir la nuit pour je ne sais quelle raison. Moi, ce qui m'empêche de dormir la nuit, clairement, c'est pendant une semaine où il a fait 25 degrés. C'est le fait qu'il y a des urgences sociales et qu'on promette une retraite à 65 ans alors que le pays est riche, il faut simplement répartir ses richesses. C'est le fait qu'on a une urgence climatique qui n'arrête jamais et qu'il faut vraiment agir là-dessus. Donc voilà ce qui m'empêche de dormir et ce qui fait que je m'engage aujourd'hui fortement et qu'on s'engage. On est 577 à s'engager pour la NUP. Il faut aller vers cette union, voter pour cette union parce que c'est là qu'on aura du résultat. Très bien, on vous remercie tous les trois d'être venus sur le plateau de Lyon Capitale. Merci. Et nous on se retrouve très vite pour un nouveau débat sur les élections législatives. On vous rappelle, c'est les 12 et 19 juin prochains. Au revoir.